Chapitre 2. Tout s'approprier. Être autonome. Lorsque vous travaillez pour les autres, vous êtes à leur merci. Ils possèdent votre travail, ils vous possèdent. Votre créativité est réprimée. Ce qui vous garde dans cette situation, c'est la peur de nager tout seul et de vous noyer. Vous devriez au contraire avoir peur de ce qui vous arrivera si votre pouvoir dépend du bon vouloir des autres. Dans chaque décision tactique de la vie, vous devez avoir pour but de devenir propriétaire, de vous aménager un coin à vous. Lorsque vous possédez quelque chose, vous avez quelque chose à perdre. Vous devenez plus motivé, plus créatif, plus vivant. Le pouvoir suprême est de ne dépendre que de soi-même, d'être soi-même. L'empire du dealer. La nature humaine est ainsi faite que l'on ne peut pas honorer un homme faible. Tout au plus a-t-on pitié de lui. Et encore pas longtemps si des signes de pouvoir ne se manifestent pas. Frédéric Douglass. Curtis Jackson fit un court séjour à Brooklyn dans une maison de redressement à la suite de sa première condamnation pour trafic de drogue. Quand il retourna dans son quartier, il fut obligé de revenir à la case départ. L'argent qu'il avait gagné depuis quelques années en dealant avait disparu. Ses clients fidèles avaient trouvé d'autres fournisseurs. Un de ses amis avait un réseau assez important de revente de crack et de cocaïne. Il proposa à Curtis un boulot qui consistait à mettre la drogue en sachet en échange d'un salaire quotidien non négligeable. Curtis, qui avait désespérément besoin d'argent, accepta. Peut-être que quelque temps plus tard, son ami lui proposerait un poste en première ligne qui lui permettrait de s'installer de nouveau à son compte. Mais dès son premier jour de travail, il comprit que c'était une erreur. Tous les autres garçons qui faisaient de l'ensachage étaient d'anciens dealers. Ils étaient à présent salariés. Il leur fallait arriver à l'heure et se soumettre à l'autorité de leurs employeurs. Curtis n'avait pas seulement perdu son argent, il avait aussi perdu sa liberté. Ce nouveau job allait à l'encontre de toutes les leçons de survie qu'il avait apprises au cours de sa brève existence. Curtis n'avait jamais connu son père et sa mère avait été assassinée quand il avait 8 ans. Ce sont ses grands-parents qui l'avaient pratiquement élevé. Ils étaient bons et attentionnés, mais s'occupaient de tout un tas d'enfants et ils n'avaient guère le temps d'apporter à chacun une attention individuelle. Si le jeune garçon avait besoin de conseils, il n'avait personne vers qui se tourner. En outre, quand il avait envie de quelque chose de neuf, par exemple des vêtements, cela le gênait de demander à ses grands-parents qui avaient peu d'argent. Bref, il était pratiquement seul au monde. Il ne pouvait compter sur personne pour lui donner quoi que ce soit. Il lui fallait se débrouiller tout seul. Vers le milieu des années 1980, ce fut l'explosion du crack dans les quartiers. Tout changea. Dans le passé, de gros réseaux contrôlaient le trafic de drogue. Pour en faire partie, il fallait s'intégrer dans leur structure et en gravir les échelons, ce qui prenait des années. Le crack, en revanche, était facile à produire et la demande était énorme. N'importe qui, et dès le plus jeune âge, pouvait se lancer dans ce métier sans capital de départ. On pouvait travailler seul et faire beaucoup d'argent. Pour ceux qui, comme Curtis, avaient grandi sans parents pour s'occuper d'eux et qui avaient le plus grand dédain pour l'autorité, être dealer dans la rue était le métier idéal. Pas de jeu politique à jouer, pas de patron pour vous commander. Et ainsi, il rejoignit rapidement les rangs de ceux qui dealaient du crack dans les rues du Southside Queens. Au fur et à mesure qu'il apprenait le métier, il découvrit une vérité essentielle. Le danger était partout. Policiers en civil, drogués, dealers rivaux cherchant à vous détrousser. Si vous étiez faible, vous cherchiez l'aide des autres ou quelques béquilles pour vous appuyer, telles la drogue ou l'alcool. C'était le chemin de la catastrophe. Celle-ci survenait le jour où votre ami ne se présentait pas comme prévu ou que votre esprit était trop embrumé par les drogues pour percer à jour une trahison. La seule façon de survivre était de reconnaître que vous ne pouviez compter que sur vous seul, de prendre vos propres décisions et de vous fier à votre jugement. Ne jamais demander ce dont on a besoin, mais le prendre. Se fier uniquement à sa propre débrouillardise. Pour le dealer né dans la misère et les appartements surpeuplés, le fait de réussir donne l'impression de posséder un empire. Celui-ci n'a pas de frontières physiques,
C'est juste un carrefour ou un petit quartier où il souhaite sévir. C'est son temps, son énergie, ses astuces et sa liberté d'aller où il veut. Il reste maître de cet empire. Il gagne de l'argent, beaucoup d'argent. S'il quémande de l'aide, s'il est le jouet d'enjeux politiques, il renonce à tout ça. Dans ce cas, les conditions déplorables du quartier deviennent insupportables et il finit dans la mendicité, un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Le premier jour de son nouvel emploi, tandis que Curtis ensachait différentes drogues, il comprit que ce choix n'était pas une simple accalmie provisoire due au fait qu'il avait besoin d'argent rapidement. C'était un véritable tournant dans sa vie. Il observa les autres ensacheurs. Tous avaient eu des revers de fortune, violence, prison, etc. Ils avaient pris peur. Ils étaient là de lutter. Ils aspiraient au confort, ils ne demandaient que la sécurité d'un chèque périodique. Et ils allaient continuer ainsi pour le reste de leurs jours. Effrayés par les défis de la vie, ils en viendraient à dépendre complètement des autres. Cela durerait peut-être quelques années, mais tôt ou tard, ça leur tomberait dessus. Ils se retrouveraient sans travail, ayant perdu l'habitude de se défendre par eux-mêmes. Il était ridicule pour Curtis d'imaginer que son employeur du moment l'aiderait un jour à s'installer à son compte. Un patron ne fait pas ça, même pour un ami. Il ne songe qu'à son propre intérêt et il vous exploite. Il fallait que Curtis se révèle tout de suite, avant que son empire ne lui échappe des mains et qu'il aille grossir les rangs des anciens trafiquants dépendant des faveurs de tel ou tel protecteur. Il se remit rapidement dans l'état d'esprit du dealer et imagina une façon de s'en sortir. Le soir du premier jour, il conclut un accord avec les autres ensacheurs. Il partagerait avec eux tous les soirs sa propre paye quotidienne. En outre, il leur apprendrait à mettre moins de crack dans chaque capsule, tout en donnant l'impression que celle-ci était pleine. Il avait fait ça dans la rue pendant des années, et eux feraient cadeau à Curtis du crack restant, économisé sur chaque capsule. Au bout d'une semaine, il avait accumulé suffisamment de drogue pour retourner dealer dans la rue, à son compte. Après cela, il se jura de ne plus jamais travailler pour quelqu'un d'autre, plutôt crever. Des années plus tard, Curtis, connu désormais sous le nom de 50 Cent, réussit à se lancer dans une carrière musicale au prix d'une féroce campagne de distribution de ses compilations dans les rues de New York. Il devint localement célèbre et attira l'attention d'Eminem. Celui-ci l'aida à signer un contrat juteux avec le label qui lui appartenait dans le cadre d'Interscope Records. Son premier véritable album s'intitulait « Get Rich or Die Trying », « Deviens riche ou meurs en essayant ». Il y avait 1000 choses à faire pour son lancement. Une campagne de marketing, une campagne de commercialisation, des vidéos, une conception artistique. Il se rendit à Los Angeles pour travailler sur ses projets avec Interscope. Mais plus il passait de temps dans leur douillet bureau, plus il avait le sentiment de se trouver à un nouveau tournant de sa vie. Le jeu auquel se livraient les cadres dirigeants du label était simple. Ils ne se contentaient pas de s'approprier la musique créée par les artistes, ils en voulaient davantage. Ils désiraient formater l'artiste à leur façon et lui imposer toutes les décisions clés concernant les vidéos et la publicité. En échange, ils le comblaient d'argent et d'avantages matériels. Ils créaient un sentiment de dépendance. Sans leur énorme machine derrière lui, il était sans défense face à un milieu d'affaires brutalement concurrentiel. En somme, il échangeait sa liberté contre des billets. Et une fois qu'il avait succombé intérieurement à leur logique et à leur argent, il était fini. Il était devenu un tâcheron bien payé. Ainsi, comme la fois précédente, 50 se remit dans l'état d'esprit propice pour reconquérir son empire. Dans l'immédiat, il s'organisa pour tourner lui-même ses vidéos avec son propre argent. Et il fit lui-même la conception de ses méthodes de vente. Du point de vue d'Interscope, il leur faisait simplement gagner du temps et des ressources, mais du point de vue de 50, c'était une façon astucieuse de recouvrer le contrôle de son image. Il créa son propre label, avec sa propre écurie d'artistes au sein même d'Interscope, et il utilisa ce label pour apprendre personnellement tous les aspects de la production. Il réalisa son site internet, où il put expérimenter de nouvelles façons de commercialiser sa musique. Il retourna complètement la dynamique de la dépendance en se servant d'Interscope comme d'une école pour apprendre à gérer les choses par lui-même.
Tout cela était orienté vers le but qu'il avait en tête. Conduire son contrat avec Interscope jusqu'à son expiration, puis, au lieu d'en renégocier un autre, proclamer son indépendance et être le premier artiste à créer son propre label indépendant. Dans cette position de force, il n'aurait plus besoin de complaire au moindre cadre dirigeant et pourrait étendre son empire comme il l'entendait. Il retrouverait ainsi la liberté qu'il avait eue dans la rue, mais à une échelle mondiale. L'approche intrépide. Je suis né seul et je mourrai seul. C'est à moi de faire ce qui est bon pour moi et non vivre la vie que les autres veulent pour moi. 50 Cent. On vient au monde avec les seuls véritables biens qui comptent. Un corps, un temps à vivre, une énergie, des pensées et des idées propres, et l'autonomie. Mais au fil des ans, on tend à abandonner tout ça. On passe des années à travailler pour d'autres, on se laisse posséder. On gâche ses journées dans des jeux de pouvoir et de combats inutiles. On gaspille son énergie et un temps que l'on ne récupérera jamais. On en vient à respecter de moins en moins ses propres idées. On prête l'oreille aux experts, on se conforme aux opinions conventionnelles, sans prendre conscience du fait que l'on dilapide son indépendance et sa créativité. Avant qu'il ne soit trop tard, il faut repenser la notion même de propriété, et pas à propos de biens matériels, d'argent ni de titres. On peut avoir tout cela en abondance, mais si l'on a toujours besoin des autres pour être aidé et guidé, si l'on dépend de leur argent ou de leurs ressources, alors on finira par tout perdre quand on se fera trahir, que l'adversité frappera ou que, par impatience, on se lancera dans un projet imprudent. La véritable propriété vient de l'intérieur. Elle s'appuie sur le mépris de tout et tout ce qui limite votre mobilité, sur la confiance en vos propres décisions et sur le fait de consacrer votre temps à toujours apprendre et à vous améliorer. C'est grâce à cette posture intérieure de force et d'autonomie que l'on est vraiment capable de travailler pour soi et de ne jamais regarder en arrière. Si des situations se présentent où l'on doit prendre des associés ou s'insérer dans un organisme dirigé par quelqu'un d'autre, on est mentalement dans l'attente du moment qui permettra de se débarrasser de ces entraves provisoires. Tant que l'on ne se possède pas soi-même, on est continuellement à la merci des autres et des événements. On attend des solutions de l'extérieur au lieu de ne se fier qu'à soi et à sa propre astuce. Comprenons-nous bien. Notre époque connaît une révolution dans l'esprit d'entreprise comparable à celle qui a bouleversé le quartier de 50 dans les années 1980, mais à une échelle mondiale. Les vieux centres de pouvoir se délitent. Partout, des particuliers veulent obtenir une meilleure maîtrise de leur destinée et respectent de moins en moins toute autorité qui n'est pas fondée sur le mérite. Nous en sommes tous naturellement venus à remettre en question ceux qui nous dirigent, la qualité de l'information que déversent les médias conventionnels, etc. N'acceptons plus ce que nous acceptions par le passé. Où cela nous conduit-il ? À faire l'expérience de cette liberté, à exercer notre droit et notre capacité à nous mettre à notre compte, sous quelque forme que ce soit. Dans le nouvel environnement économique, nous sommes tous des dealers, et pour réussir, il nous faut cultiver le genre d'autonomie qui a aidé 50 à dépasser les dangereux asservissements qui le menaçaient à chaque pas. Pour 50, les choses étaient claires. Il était aussi seul dans la maison où il grandissait que dans la rue. Il ne jouissait pas des appuis dont on dispose habituellement. C'est ce qui l'a contraint à se suffire à lui-même. Le fait de dépendre des autres avait dans son cas des conséquences particulièrement graves. Il lui arrivait en permanence d'être cruellement déçu et de ne pouvoir satisfaire ses besoins les plus urgents. Pour nous, il est plus difficile de nous rendre compte que nous sommes essentiellement seuls au monde et que nous avons besoin du ressort que 50 a acquis dans la rue. Nous disposons de plusieurs lignes de soutien qui semblent nous porter et qui, en définitive, ne sont que des illusions. Dans le monde, chacun est guidé par son intérêt personnel. Il est naturel que les gens pensent en premier lieu à eux-mêmes et à leurs projets. La dureté de cette réalité s'estompe parfois quand un de nos proches a un geste amical ou désintéressé vis-à-vis de nous. Nous nous surprenons alors à attendre davantage de soutien, jusqu'au jour où, tôt ou tard, nous sommes déçus.
On est plus seul qu'on imagine. Cette prise de conscience ne doit pas être une source de peur, mais de liberté. Quand on s'aperçoit que l'on peut se procurer des choses tout seul, on ressent un sentiment de libération. On n'attend personne pour faire ceci ou cela en notre faveur, car cette attente n'amène que ressentiment et colère. On acquiert la certitude de pouvoir se tirer seul de toute situation défavorable. Prenons l'exemple de Rubin Hurricane Carter, champion de boxe poids moyen, qui fut arrêté en 1966 au sommet de sa carrière et accusé d'un triple meurtre. L'année suivante, il fut jugé et condamné 3 fois à la prison à vie. Carter proclama toujours son innocence, et en 1986, il fut finalement réhabilité et libéré. Il avait ainsi passé 19 ans dans l'un des milieux les plus brutaux connus, conçus pour briser jusqu'aux moindres traces d'autonomie. Carter savait qu'on finirait par le libérer, mais le jour de son élargissement, allait-il se retrouver dehors l'esprit brisé par ces années de prison ? Serait-il comme tant d'anciens détenus qui reviennent sans cesse dans le système, car ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit par eux-mêmes ? Il décida de battre le système à son propre jeu. Il utilisa ces années de prison pour cultiver son autonomie en sorte que, une fois libre, cela signifie quelque chose. À cet effet, il suivit la stratégie suivante. Bien qu'étant entre 4 murs, il se comporterait en homme libre. Il refuserait de porter l'uniforme et de mettre un badge d'identification. Il serait un homme et pas un numéro. Il ne mangerait pas avec les autres prisonniers, il n'exécuterait pas les tâches qu'on lui imposerait, il ne se rendrait pas aux convocations permettant d'envisager une libération sur parole. Tout cela lui valut d'être enfermé au mitard, mais il n'avait peur ni des châtiments, ni de la solitude. Il craignait uniquement de perdre le sentiment de sa propre dignité. Par cohérence avec sa stratégie, il refusa toute forme de distraction dans sa cellule. Télévision, radio, revues pornographiques. Il ne voulait pas devenir accro à ces faibles plaisirs qui auraient permis au maton d'avoir barre sur lui. En outre, ces diversions n'étaient que des tentatives pour tuer le temps. Il dévora en revanche des livres propres à galvaniser son esprit. Il écrivit une autobiographie qui lui valut bien des sympathisants. Il étudia le droit, décidé à obtenir tout seul un procès en révision. Il donna des cours à ses camarades de captivité pour leur faire profiter de ses lectures. Ainsi, il usa avantageusement pour ses propres desseins du temps perdu en prison. Quand il fut enfin libéré, il refusa d'attaquer l'État. Cela aurait équivalu à reconnaître qu'il avait été en prison et qu'il avait besoin d'un dédommagement. Il n'avait besoin de rien. Il était désormais un homme libre avec des compétences vitales pour obtenir du pouvoir. Après sa détention, il devint avocat et se spécialisa dans la défense des droits des détenus, ce qui lui valut plusieurs diplômes honoraires de droit. Retenez bien ceci. La dépendance est une habitude tellement facile à acquérir. Nous vivons dans une culture qui offre toutes sortes de béquilles, des experts à consulter, des drogues pour remédier au moindre malaise psychologique, de menus plaisirs qui aident à passer le temps, des emplois permettant de garder juste la tête au-dessus de l'eau. Il est difficile de résister à tout cela. Mais une fois que l'on cède, on entre dans une prison que l'on ne peut jamais quitter. On se tourne continuellement vers les autres pour se faire aider, ce qui limite considérablement la liberté de choix et la souplesse. Tôt ou tard vient le moment où il faut prendre une décision importante, et on ne trouve en soi rien à quoi se fier. Avant qu'il ne soit trop tard, il faut marcher à contre-courant. Cette force intérieure requise, on ne saurait l'obtenir d'un livre, d'un gourou ou d'une pilule quelle qu'elle soit. Elle doit venir de soi-même. C'est le genre d'exercice qu'il faut pratiquer quotidiennement. Se sevrer de toute dépendance. Écouter moins la voix des autres et davantage la sienne propre. Acquérir des compétences nouvelles. Comme ce fut le cas pour Carter et pour 50, on découvre que l'autonomie devient une habitude. Tout ce qui évoque une dépendance des autres fait horreur. Les clés de l'intrépidité. Je suis le maître de ma propre puissance. Je le deviens quand je me reconnais unique. Max Stirner.
Dans notre enfance, nous avons tous affronté le même dilemme. Nous avons commencé dans la vie comme des créatures dotées de volonté, volonté qui devait être domptée. Nous voulions et nous exigions des choses, et nous savions comment nous les procurer auprès des adultes qui nous entouraient. Et dans le même temps, nous dépendions totalement de nos parents pour des tas de choses indispensables. Consolation, protection, amour, guidance. Au plus profond de nous s'est développée une ambivalence. Nous désirions la liberté et le pouvoir de nous mouvoir tout seuls, mais nous aspirions également au réconfort et à la sécurité que seuls les autres pouvaient nous donner. Pendant notre adolescence, nous nous sommes rebellés contre notre tendance à la dépendance. Nous avons voulu nous différencier de nos parents et prouver que nous pouvions nous débrouiller seuls. Nous avons lutté pour nous constituer une identité sans nous contenter des valeurs de nos parents. Mais en avançant en âge, l'ambivalence de l'enfant tend à remonter à la surface. Face aux situations difficiles et concurrentielles du monde des adultes, quelque chose en nous a la nostalgie d'une position infantile de dépendance. Nous jouons à l'adulte et nous travaillons pour obtenir du pouvoir par nous-mêmes, mais secrètement, nous aimerions que notre conjoint, nos associés, nos amis ou nos patrons prennent soin de nous et résolvent nos problèmes. Nous devons livrer une guerre féroce à cette ambivalence profondément gravée en nous, en comprenant clairement ce qui est en jeu. Notre tâche en tant qu'adultes est de prendre totalement possession de l'autonomie et de la personnalité reçue à la naissance. L'objectif est de surmonter définitivement la phase infantile de dépendance et de tenir debout tout seul. Nous devons considérer notre désir de retourner à cette phase comme une régression et un danger. Ce désir provient de la peur. La peur d'être responsable de nos succès et de nos échecs, d'avoir à agir tout seul et à prendre des décisions difficiles. Souvent, nous nous convainquons du contraire. Nous nous figurons que nous serons quelqu'un d'estimable en travaillant pour les autres, en nous montrant dévoués, en nous installant, en fondant notre personnalité dans le groupe. Et c'est la peur qui parle et nous induit en erreur. Si nous cédons à cette peur, nous passerons notre vie entière à attendre le salut de l'extérieur et nous ne le trouverons jamais. Nous nous contenterons d'errer d'une dépendance à l'autre. Pour la plupart d'entre nous, le terrain critique de cette guerre se situe dans le monde du travail. Pour le plus grand nombre, nous entrons dans la vie active avec l'ambition de démarrer notre propre affaire et les rigueurs de l'existence nous usent. Nous nous installons dans un travail salarié et, lentement, cédons à l'illusion que nos patrons prennent soin de nous et de notre avenir et qu'ils passent leur temps à considérer notre bien-être. Nous oublions cette vérité fondamentale. Tout homme est gouverné par ses intérêts personnels. Les patrons nous gardent par besoin et non par affection. Ils se débarrasseront de nous dès l'instant où ce besoin se fera moins pressant, ou qu'ils trouveront quelqu'un de plus jeune et de moins coûteux pour nous remplacer. Si nous succombons à l'illusion et au confort d'un salaire régulier, nous négligeons de développer des talents d'autonomie et nous ne faisons que différer le jour inévitable où nous serons contraints de nous débrouiller seuls. Notre vie doit être un progrès vers la prise de possession, d'abord de notre indépendance mentale, puis physiquement de notre travail. Nous devons nous approprier ce que nous produisons. Les étapes décrites ci-dessous constituent un tableau de marche pour avancer dans cette voie. Première étape. Mettre au profit le temps perdu. Quand Cornelius Vanderbilt, 1794-1877, eut 12 ans, il fut contraint de travailler pour son père dans leur petite entreprise d'armement maritime. C'était un travail d'exécutant et il détestait cela. Cornelius était têtu et ambitieux et il prit cette résolution. Au bout de quelques années, il créerait sa propre société d'armement. Cette simple décision changea sa vie du tout au tout. Son travail de sous-fifre se mua en apprentissage intensif. Il fallait qu'il garde les yeux ouverts et apprenne tout ce qu'il était possible d'apprendre sur les affaires de son père, y compris les façons de l'améliorer. Au lieu d'une morne tâche, il avait devant lui un défi passionnant. À l'âge de 16 ans, il emprunta $100 à sa mère. Il se servit de cet argent pour acheter un bateau et commença à transporter des passagers entre Manhattan et Staten Island à New York. En un an, son prêt fut remboursé.
À 21 ans, il avait déjà fait fortune et allait devenir l'un des hommes les plus riches de son temps. De cette expérience, il tira la devise qu'il devait garder toute sa vie: ne jamais être un sous-fifre, toujours être un patron. Le temps est le facteur critique de notre existence, notre ressource la plus précieuse. Le problème, quand on travaille pour les autres, c'est que la majorité de notre emploi du temps est un temps mort dont on voudrait qu'il passe le plus vite possible, un temps qui ne nous appartient pas. Tous, ou presque, nous commençons notre carrière en travaillant pour les autres. Mais il est toujours en notre pouvoir de transformer ce temps mort en quelque chose de vivant. Si nous prenons la même résolution de Vanderbilt, être un patron et non un exécutant, alors ce temps passé à étudier est occupé à la découverte des luttes politiques, des tours de main et secrets professionnels de ce métier particulier, de la façon dont fonctionne le monde des affaires et des manières d'être plus performants. Nous devons être plus vigilants et accumuler autant d'informations que possible. Cela aide à supporter un travail par ailleurs peu gratifiant. De cette manière, nous prenons possession de notre temps et de nos idées avant de créer notre propre entreprise. Il faut se remémorer ceci. Les patrons préfèrent nous garder dans une position de dépendance. Il y va de leur intérêt que nous ne devenions pas autonomes. Par conséquent, ils tendent à faire de la rétention d'informations. Vous devez secrètement travailler contre cela et vous approprier les connaissances par vous-même. Deuxième étape. Créer de petits empires. Tout en travaillant pour les autres, notre but à un moment donné doit être de nous tailler une niche où nous pouvons fonctionner de façon indépendante en cultivant notre esprit d'entreprise. Concrètement, on peut reprendre des projets que d'autres ont laissés inachevés ou proposer d'appliquer telle idée que l'on a eue, mais rien de trop spectaculaire pour ne pas éveiller les soupçons. Ce comportement équivaut à cultiver le goût de faire les choses par soi-même, prendre ses propres décisions, tirer les enseignements de ses propres erreurs. Si vos patrons ne vous autorisent pas à vous comporter de cette façon, même pour des détails, alors c'est que vous n'êtes pas à votre place. Si vous échouez dans cette entreprise, vous aurez au moins appris des choses utiles. Mais en général, le fait de prendre les choses en main de votre propre initiative vous contraint à travailler plus et mieux. Vous êtes plus créatif et motivé parce que l'enjeu est plus important. Vous êtes en train de relever un défi. Il faut bien se remémorer ceci. Ce à quoi vous attachez vraiment de l'importance dans la vie, ce n'est pas l'argent, mais le fait d'être patron. Si on vous donne le choix entre plus d'argent et plus de responsabilités, choisissez les responsabilités. Un poste moins payé qui offre plus d'occasions de prendre des décisions et de se tailler un petit empire est infiniment préférable à un poste mieux payé où vous êtes ligoté. Troisième étape. Monter vers le haut de la chaîne alimentaire. En 1499, le pape Alexandre VI parvint à donner à son fils César Borgia une principauté en Romagne, en Italie. Cela n'avait pas été facile. De nombreuses puissances rivales se disputaient le contrôle du pays. Les familles influentes sur la scène politique, les rois étrangers convoitant certaines régions, les villes-États avec leurs zones d'influence, et enfin l'Église elle-même. Pour attribuer la Romagne à son fils, le pape avait dû vaincre l'une des deux familles les plus puissantes d'Italie, faire alliance avec le roi de France, Louis XII, et engager une armée de mercenaires. César Borgia était habile. Ses ambitions ne se limitaient pas à la Romagne. Il voulait unifier l'Italie et en faire une grande puissance. Mais sa position dépendait de plusieurs forces extérieures superposées qui contrôlaient son destin. L'armée redevable aux puissantes familles et au roi de France, et le pape lui-même, qui pouvait mourir d'un jour à l'autre et être remplacé par un ennemi des Borgia. Les alliances pouvaient être rompues et se retourner contre lui. Il fallait qu'il se débarrasse de ses dépendances une par une, jusqu'à être totalement autonome, sans personne au-dessus de lui. En soudoyant les gens qu'il fallait, il se plaça à la tête de la famille avec laquelle son père l'avait allié, puis il se mit en devoir d'éliminer son principal rival. Il s'obstina à se débarrasser des mercenaires et à créer sa propre armée. Il conclut des alliances qui le mettaient à l'abri du roi de France, lequel le considérait désormais comme dangereux. Il annexa une à une plusieurs régions,
Il était à la veille d'étendre ses possessions jusqu'au point de non-retour quand soudain, en 1504, il tomba gravement malade. Peu après, son père mourut et fut bientôt remplacé par un pape décidé à arrêter César Borgia. Qui sait jusqu'où ce dernier serait monté si ses projets n'avaient été ruinés par cette circonstance imprévue. Borgia était une sorte d'entrepreneur indépendant avant l'heure. Il avait compris que les hommes sont des êtres politiques qui ne cessent de conspirer pour défendre leurs intérêts personnels. Si vous concluez des partenariats avec eux et en dépendez pour votre progrès et votre protection, vous cherchez les ennuis. Tôt ou tard, soit ils se retourneront contre vous, soit ils se serviront de vous dans un jeu de dupes à leur profit. Votre but dans la vie doit être de vous élever dans la chaîne alimentaire jusqu'au point où vous serez seul à diriger votre entreprise sans dépendre de quiconque. Tant que ce but n'est qu'un idéal à atteindre, vous devez dans le présent tout faire pour ne pas vous bloquer dans des alliances et des liaisons compliquées. Si vous ne pouvez pas éviter d'avoir des partenaires, gardez bien clair à l'esprit ce à quoi ils vous servent et comment vous en débarrasser le moment venu. Vous ne devez jamais oublier que quand quelqu'un vous donne quelque chose ou vous fait une faveur, c'est en échange d'autre chose. Cette personne exigera qu'on lui renvoie l'ascenseur par une aide, un loyalisme à toute épreuve, etc. Il faut rester autant que possible libre de toute obligation. Prenez l'habitude de prendre vous-même ce qu'il vous faut au lieu d'attendre que des tiers vous en fassent cadeau. 4e étape. Créez une entreprise à votre image. Toute votre vie a servi à apprendre à développer les talents et l'autonomie nécessaires pour créer votre propre entreprise, pour être votre propre patron. Mais un dernier obstacle s'oppose à ce que cela fonctionne. Votre tendance à étudier ce que les autres ont fait dans le même domaine que vous pour reproduire et imiter leur succès. Cette stratégie peut vous valoir du pouvoir, mais elle ne vous mènera pas loin et ne durera pas. Comprenons-nous bien. Vous êtes unique. Votre caractère est un mélange de qualités que l'on ne retrouve chez nul autre dans l'histoire. Certaines de vos idées vous sont exclusives. Votre rythme et votre perspective sont des forces et non des faiblesses. Vous ne devez pas avoir peur de votre spécificité et vous devez vous soucier de moins en moins de ce que les gens pensent de vous. Tel est le chemin qu'ont suivi les personnages les plus puissants de l'histoire. Toute sa vie, le grand musicien de jazz Miles Davis avait été poussé à suivre la mode du moment. Mais il imposa sa marque personnelle sur tout ce qu'il jouait. Tandis qu'il vieillissait, cette tendance s'affirma jusqu'à l'extrême et il révolutionna le monde du jazz avec des innovations continuelles. À un moment donné, il cessa tout bonnement d'écouter les autres. De même, J.F. Kennedy refusa de faire une campagne électorale analogue à celle de Franklin D. Roosevelt ou de tout autre homme politique du passé. Il se créa un style inimitable inspiré par son époque et par sa personnalité. En se frayant son propre chemin, il changea définitivement la façon de faire une campagne électorale. Cette spécificité que vous exprimez n'est pas extravagante, c'est une façon de faire en soi. En effet, rares sont les gens qui s'affichent différents. Vous, soyez vous-même, autant que vous le pouvez. Le monde ne peut que réagir à cette authenticité. Retournement de perspective. On considère souvent les personnes indépendantes comme des reclus ombrageux, pénibles à fréquenter. Notre culture tend à glorifier les beaux parleurs, les gens sociables et conformes aux normes. Ils ont le sourire, ils ont l'air heureux. Ceci est une vision superficielle du caractère. Si nous renversons notre perspective et considérons cela du point de vue de l'intrépidité, nous parvenons à la conclusion opposée. Les individus vraiment indépendants ont en général la particularité d'être bien dans leur basket. Ils n'attendent pas les autres pour satisfaire leurs besoins. Paradoxalement, cela les rend attirants et séduisants. On aimerait leur ressembler et les côtoyer en espérant qu'un peu de leur indépendance déteindra sur nous. Les gens pleurnichards et importuns, même les plus sociables, nous repoussent inconsciemment. Leur besoin d'être réconfortés et mis en valeur nous donne envie de leur dire « Débrouille-toi, arrête d'être à ce point faible et dépendant ».
Les individus autonomes s'installent dans toute relation en position de force. Ils ne se tournent vers les autres que pour l'agrément de leur compagnie ou pour échanger des idées. Si l'autre ne fait pas ce qui est souhaité ou attendu, nul sentiment de blessure ou de trahison. Le bonheur vient de l'intérieur et pour cela, il n'en est que plus profond. En dernier lieu, ne cédons pas à la culture de la facilité. Les livres de développement personnel et les experts tenteront de vous convaincre que vous pouvez obtenir ce que vous désirez en suivant quelques préceptes simples. Les choses obtenues vite et facilement vous lâcheront tout aussi rapidement. La seule façon d'atteindre l'autonomie et d'acquérir le moindre pouvoir, c'est d'y consacrer beaucoup d'efforts et de s'y entraîner. Et ces efforts ne doivent pas être vus comme laids ou ennuyeux. C'est le processus d'acquisition de la maîtrise de soi qui est le plus gratifiant, sachant que, pas à pas, on s'élève au-dessus de la masse des gens dépendants. Il y a un moment dans l'éducation de tout homme où celui-ci arrive à la conviction que l'imitation équivaut au suicide, que l'univers ayant beau regorger de biens, pas un épi de blé nourrissant ne lui parviendra, si ce n'est par un dur travail consacré à cette parcelle de terrain qui lui a été donnée à labourer. Le pouvoir qui réside en lui est nouveau par nature, et personne, sauf lui, ne connaît ce qu'il peut faire, de même que lui-même ne peut le savoir tant qu'il n'a pas essayé. Ralph Waldo Emerson.